Bonjour, je vous emmène aujourd'hui à Sorvilliers découvrir le Conservatoire de la Cartoucherie, une entreprise qui a été créée en 1903. J'ai été reçu par le directeur, M. Jean-Noël Moisset, ancien maire de la commune, et de Célia Doma, bibliothécaire, qui a travaillé sur l'histoire de l'entreprise. Bonne visite et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, ce musée a pour origine le fait que l'entreprise, dans les années 2000, s'est posé la question de la conservation d'un certain nombre de matériels qui n'étaient plus utilisés, puisqu'elle avait changé sa production en s'orientant vers la sécurité automobile avec les initiateurs d'airbag et les prétentionneurs de ceinture. Donc à ce moment-là, je suis entretenu avec le maire de l'époque pour lui demander s'il ne pourrait pas trouver une solution pour conserver un certain nombre de matériels qui ont marqué l'histoire de la cartoucherie et pouvoir les présenter au public. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la commune a eu l'opportunité de racheter ce local qui était à l'origine le gymnase de la cartoucherie. Et donc, ce projet venant à un moment où on avait la possibilité de bénéficier de financement au travers d'un plan régional et départemental, l'idée s'est transformée avec la création de ce musée en tant que bâtiment. Et une fois que le bâtiment a été construit, eh bien, l'usine a mis en place les matériels que vous avez ici. Bon, ensuite, un certain nombre d'anciens de l'usine ont travaillé à la présentation de ces matériels, les ont nettoyés, ont enlevé les principaux systèmes de protection qui avaient été mis en place pour qu'ils soient plus visibles et faire en sorte que les machines ne soient pas dangereuses pour le public. Donc voilà l'historique de ce musée qui a été inauguré en 2005 et qui fonctionne depuis comme ça. Alors nous avons maintenant un projet de passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire d'aller soit vers une reconnaissance de musée régional ou même de musée de France. Pour l'instant, on n'a pas pris complètement la décision dans la mesure où le fait d'être musée de France engage à des coûts que l'on n'est pas sûr de pouvoir assurer. Les communes, ça, il n'y a aucun doute, oui, ça c'est clair, puisque la communauté de communes a déjà développé tout un tissu au niveau du territoire pour justement préserver un certain nombre de choses. Donc, c'est le musée Arkea de Louvre, c'est également les extensions qui vont être faites sur Fosse et Marly pour tout ce qui est poterie, etc. C'est que dès qu'on rentre dans la catégorie musée de France, les collections sont traitées comme des œuvres d'art. Ce qui pose quand même quelques petits problèmes, parce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'y toucher, qu'il faut faire venir un expert pour enlever un petit point de rouille. Bon, vous voyez la taille des matériels, ça me semble poser un petit problème, d'autant qu'il n'y a pas de financement derrière, donc c'est forcément à la charge de la commune, de la communauté. Donc c'est la raison pour laquelle, pour l'instant,
Bon, on réfléchit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais on réfléchit pour savoir si on aura la capacité de pouvoir respecter les règles qui sont imposées pour accueillir tout type de public. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors, ce que l'on cherche aussi, et ça c'est une voie sur laquelle je voudrais qu'on avance assez vite, c'est la facilité d'accueil d'écoles ou de collèges ou de lycées pour présenter des métiers qui sont mal connus ou pas connus du tout et qui pourraient motiver un certain nombre de jeunes pour entrer dans l'industrie. Un centre d'apprentissage qui fonctionnait très très bien et qui était connu dans tout le nord de la région parisienne et qui fournissait pratiquement tous les régleurs et autres des sociétés qui étaient situées dans le nord de Paris. Ah ben, il n'y avait pas qu'un atelier de menuiserie, tous les corps de métier du bâtiment étaient représentés dans l'entreprise parce qu'il y avait quand même un patrimoine immobilier qui était important, à la fois sur le plan industriel, mais aussi pour tout ce qui était logement, ce qu'on appelait logements ouvriers, qui représentait, au moment où on les a cédés, encore 190 logements, 182 logements pour être précis. Donc c'était un patrimoine qu'il fallait entretenir. Donc il y avait des menuisiers, des couvreurs, des plombiers, des électriciens, enfin tout ce qui était nécessaire pour entretenir le patrimoine immobilier. Je vous remercie de m'avoir reçu et toutes vos explications. Donc c'est une société, une entreprise qui au départ est spécialisée dans les cartouches de chasse et pour le tir forain. Alors là, on a une reconstitution de ce qu'était la fulminaterie. Donc nous avons des bonbonnes de verre dans lesquelles était fabriqué l'explosif. L'explosif, c'était du fulminate de mercure. Donc ça donnait... Alors, ça ne va pas trop parler sur le dictaphone, mais je vous montre les images. Ça donnait un précipité, voilà, une réaction chimique. Et tout ça était décanté dans des bacs de décantation à l'extérieur de l'usine. Voilà. Ça renvoyait les fumées nocives à l'extérieur. Pourquoi avoir utilisé du bois? Parce que c'était un matériau qui ne pouvait pas être attaqué, parce que dans le fulminate de mercure, vous aviez du mercure qui était très corrosif. Et d'ailleurs, les employés, évidemment, il y avait des dangers pour leur santé. Avec les progrès ensuite d'hygiène et de sécurité, il y a eu des prises de sang qui étaient faites sur les employés tous les 6 mois pour savoir s'ils n'étaient pas empoisonnés. Voilà. Mais bon, dans les premiers temps, ça n'existait pas. On peut aussi voir, alors, pièce suivante, la trémisseuse. Alors, cette machine qui est faite de laiton et de bronze, ce sont des 2 matériaux qui évitent les étincelles. Alors, sur cette machine, les ouvrières remplissaient les amorces de poudre. C'est là qu'on chargeait la poudre dans ces petites amorces. Voilà. C'est tout petit. Oui. Qui était inséré ensuite dans la cartouche. Vous voyez? Alors, le cartouche, je précise, un cartouche pour la chasse. Hein, voilà, pour la chasse. Qui a été le début du travail dans cette usine. Voilà, donc dans cet atelier qu'on appelait la pyrotechnie, on avait beaucoup de femmes. De femmes qui, en plus, y travaillaient sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'elles n'y étaient pas envoyées si elles n'en avaient pas envie, parce que c'était quand même une grosse prise de risque. Il y avait des risques d'explosion. Bon, souvent,
elle ne risquait juste que des départs, ce qu'on appelait des départs, c'est-à-dire des explosions, des petites étincelles bénignes. Voilà. Ces personnes aussi, elles avaient une prime qu'on appelait la prime de danger, prime de pyro. Donc à peu près 1,40 franc de plus. C'était en quelle année donc Alors là, je dirais dans les années 50 30-40, oui, 30-40, 50. d'accord. 50, peut-être 50 aussi, il faudrait que je regarde, vérifie dans les archives, mais on a des chiffres. Alors j'ai vu que l'usine a employé jusqu'à 100 employés, plus de 100 employés. Alors, dans les archives, j'ai trouvé des chiffres. On a, en 1940, on a 1400 personnes. Oui, Juste avant que la proximité du front fasse qu'elle se délocalise. À un moment donné, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été délocalisée à Caen. Et dans les années 60, on était à peu près à 800 personnes. Donc, je suppose une des plus grosses entreprises du Val-d'Oise à l'époque. Exactement, Hein. oui. Oui. Alors, alors là, on a un mortier. Alors, un mortier On a ça à la maison en miniature. qui est d'envergure. Hein. Je ne sais pas si on prend... Voilà, ça c'est le pilon, et encore j'ai eu du mal à le manipuler avec une seule main. Donc il servait à écraser la poudre qui rentrait dans la composition du fulminate. Et en écrasant, il n'y avait pas danger d'explosion Non, par contre, tous les composants qui entraient dans la fabrication du fulminate, par contre, là, oui, il y avait risque d'explosion. Une fois que le fulminate était fabriqué et stocké, dès qu'il était sec, là, il y avait un grand risque d'explosion. Ne serait-ce qu'un peu d'électricité statique ou de frottement, ça partait très vite. C'est pour ça qu'on le stockait sous eau. Donc vraiment un métier à risque. Ah oui. C'est vraiment l'atelier où on fabriquait le fulminate, c'était vraiment le plus dangereux. D'accord. Voilà. Alors, je vois que vous connaissez bien votre sujet. Hein. Monsieur Moisset, je pense qu'il en parlerait encore plus dans le détail. Voilà, alors dans cette vitrine, on a à la fois des moules de fonderie, on a également des instruments qui mesurent l'alcool. Alors, il me semble que dans le fulminate de mercure, entrait dans sa composition de l'alcool, qui devait bien sûr être dénaturé. Donc tout ça c'était... Il y a une personne qui arrivait à réception pour bien vérifier que l'alcool était conforme. Voilà, donc alors cette vitrine n'est pas trop, je peux pas trop vous dire. C'est un petit peu du matériel de chimiste voilà, qui est présent là. Oui, et à la fois des moules de fonderie, donc qui servaient à fabriquer de l'outillage. Donc ils étaient en interne et fabriquaient leur propre outil. Exactement. Je vais vous en parler avec le tour mécanique qui est juste à côté. Alors là, nous avons une autre vitrine qui montre toutes les fabrications de douilles. Donc, anciennement... Impressionnant, là. Oui. Je suppose qu'il y a plusieurs calibres. Ou c'était standardisé, je suppose. Il me semble qu'il y avait plusieurs calibres. Alors là, tout n'est pas exposé. On a les plus belles cartouches par rapport à comment dire, ce que les fournisseurs demandaient d'imprimer. Parce que par exemple, vous avez... où elle est la cathédrale ? Telle ville demandait d'avoir la cathédrale... Donc une publicité... Voilà. Exactement. Sur chaque cartouche. Vous remarquez qu'il y a des cartouches en carton et ensuite il y a eu le plastique. Et qui est arrivé donc en quelle année j'ai pas de date précise.
Je me renseignerai, c'est vrai que Je suppose que ça doit être dans les années 60 à mon avis. c'est possible. En tout cas, ça, Monsieur Moisset saurait vous l'indiquer mieux que moi. Vous aviez aussi la bourre. Donc vous savez, c'est ce Oui, c'est qu'est-ce qu'on met pour... qu'on met au niveau entre du... le plomb et là, voilà. Pour que... Ah oui, la bourre, c'est ça. C'est pour que le recul de l'arme soit moins violent. D'accord. Voilà, quand on fait partir le coup, c'est pour que... Voilà. C'était aussi un procédé inventé par la cartoucherie française, la bourre Gabelle. D'accord. Alors, Et dans le fond, derrière de la vitrine, on voit, ce sont des publicités de l'époque. c'est ça. Alors, Francière. nous avons un livre du cinquantenaire qui, justement, qui est sorti à l'occasion des 50 ans de la cartoucherie française en 1953 et qui était l'occasion pour la cartoucherie de montrer tout ce qu'elle vendait. Son savoir-faire. Tout son savoir-faire, voilà. Et ici, dans la vitrine, nous avons quelques pages de ce document que je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure. Donc la cartoucherie a rayonné sur la France ou à l'étranger aussi? C'était... Donc il faut savoir que la cartoucherie était aussi un centre d'apprentissage pour les jeunes. Et après la guerre, elle a mis en place rapidement un CAP mécanique. Et beaucoup de jeunes garçons étaient en apprentissage. Et en plus, la cartoucherie leur versait un petit pécule. Et ils bénéficiaient du savoir-faire, c'est-à-dire un savoir-faire qui était reconnu et qui leur assurait du travail dans toutes les usines du nord de la France. Parce que la formation de la cartoucherie française était reconnue de qualité. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur cette pièce. Machine. Alors voilà, nous avons la vitrine. Évidemment, la cartoucherie a aussi fourni pour la défense nationale. Donc je ne saurais pas vous dire Ça, ce sont des spécifiquement. Alors, balles plastiques d'entraînement, ça. Oui, exactement. Parce que moi, j'ai connu Oui. au service militaire les petites balles en blanc. Voilà. Alors on a les obus, bien sûr, les cartouches de mortier, les relais de mortier pour allonger le tir. C'est-à-dire si on voulait que ça parte à 1 km, eh ben, on pouvait grâce à ces relais. Voilà. Machine à assembler. Alors voilà, là je ne vais pas vous parler de la machine, mais de la dame qui est en photographie. Alors il faut savoir que cette dame, elle est à l'atelier emboutissage, qui était l'atelier le plus assourdissant de l'usine. Et productif aussi, puisque elle est installée sur une presseuse. Et cette presseuse emboutissait 40 fois minute. Et il y a un système. Alors cette dame est attachée avec des menottes. Et en fait, ça paraît barbare comme ça, vu à première vue, mais c'est un système très efficace puisqu'il tirait. Enfin, si l'ouvrière oubliait de retirer ses mains quand la presse tombait, eh bien, la machine le faisait pour elle. Les menottes lui tiraient les mains. Une sécurité, en fait. Voilà, c'est une sécurité. Oui, impressionnant. Hein. Oui, c'est vraiment une très belle photo. Donc, voilà. Ouais, c'est pour peser la matière, Voilà, hein, et en série. Voilà, pour les cartouches de mortier. Seulement pour le militaire, là. D'accord. Ouais, c'est précis. Hein. Oui. Et en plus, elle est... Alors, ensuite... Les plans de l'usine. Oui, oui, oui. Moi, j'ai vu qu'il y a eu 200 logements qui ont été C'est ça. construits. Non, Oui. c'était la vie principale de Servilliers, en fin de compte. Oui, oui, oui. Tout était apporté.
il y avait une politique qu'on dit paternaliste. Voilà. Alors voilà la plus belle pièce de notre musée. C'est cette machine est surnommée la grand-mère. Donc c'est une machine à rouler les tubes des douilles en carton de chasse. Cette machine, elle a été conçue en 1910 et jusqu'à ce qu'elle soit en service, enfin, jusqu'à la fin des années 70, ils n'ont pas trouvé mieux dans le monde. C'est-à-dire qu'elle faisait tout. Donc on part d'un rouleau d'une feuille de papier en carton, parce qu'elle faisait que les cartons, qui vient s'enrouler dans un mandrin, puis ensuite elle était encollée ici, puis déposée sur cette chaîne et partait, alors comme on le voit sur la photo, ça partait en haut à l'atelier séchage. Et les ouvrières de l'atelier séchage récupéraient ces tubes. Alors il faut savoir que cette machine, elle a été récupérée dans l'incendie de 1985. D'accord. Donc elle a été nettoyée. C'est ça. Et elle est repartie comme s'il n'y avait rien eu. Et Je suppose que les cartoucheries modernes, ils ont du matériel plus élaboré maintenant. Oui, je pense. C'est vrai que nous, ensuite, la cartoucherie... En France, il y a plusieurs cartoucheries de chasse en France, je pense qu'il y en a encore à Valence. Faudra demander à Monsieur Moisset s'il existe encore. Ouais. Mais alors, l'entreprise, elle, a périclité dans les années 70 parce qu'elle a connu la concurrence des pays de l'Est. D'accord. Ajouter, c'est qu'avant l'invention de cette machine, on roulait les tubes à la main. Voilà. Donc elle est révolutionnaire. Et la production, 1200 tubes par heure. D'accord. Et là, c'était pas pour la chasse, aussi. Si, c'était pour rouler je regarde, quand je vois le calibre des tubes de carton pour les fusils de chasse, ils sont... Oui, parce que le calibre qu'on a mis n'est pas le bon. D'accord. Voilà, c'était juste pour présenter, mais c'est pas le bon. Parce que je me posais la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va Quand pas. je suis curieux... Ça fait un peu mortier, oui, ça fait le calibre 120. Oui. Alors là, c'est encore aussi une machine qui a supprimé des postes à l'époque où elle est arrivée. C'est-à-dire qu'elle assemble les différents composants de la douille de chasse, c'est-à-dire le tube carton, le cylindre et le culot. Donc il suffisait d'une seule opératrice à cette machine. D'accord. Voilà. Vous m'avez dit en quelle année c'est... Alors, en quelle année? Attendez, je vais vous dire ça, si je trouve ça sur mon main. Dans les années 60. D'accord. Alors, on a dit... C'est du vin de Encore l'eau, ça. vous savez, les charges de scellement dans les bâtiments qu'on utilise pour... comment dire, quand il y a besoin d'enfoncer quelque chose D'accord, dans le béton. Voilà. Ouais. Alors, 22 Longrive, vous m'aviez dit oui, ça a été une production. Je pense que c'est... Oui. Elle faisait aussi les cartouches d'abattage pour vous savez, dans les abattoirs. D'accord. Ça s'appelait Matador. Elles sont là. Bœuf, vache, taureau, génisse. Vous connaissez les capots d'essuie-glace pour les 2 chevaux? Oui. Elle faisait aussi. Oui, parce que Voilà. le petit boîtier, j'ai connu. Voilà. Pour protéger le petit mécanisme des essuie-glaces. Voilà, ça c'est une belle vitrine. Oui, ils étaient sortis du travail de la cartoucherie, là, pour embêtir ces pièces. Ça n'a rien à voir avec la Oui, cartoucherie. en effet, voilà, c'était des à côté. Des à côté. Voilà.
Mais en même temps, cette technologie permettait de faire le culot de la cartouche et la capsule d'amorce aussi. Voilà. D'accord. Très intéressant. Voilà. Alors on a une vitrine sociale par ici. Donc là vous voyez, on a plusieurs photos de femmes à l'atelier chasse. Beaucoup de femmes à l'atelier chasse, hein. C'était l'atelier le plus agréable de l'usine. Voilà, beaucoup de jeunes femmes aussi, parce que on les envoyait pas à la pyrotechnie quand elles commençaient. Hein. Voilà. Et alors ici dans la vitrine, nous avons l'aspect social de l'entreprise. Donc il faut savoir que Charles Gabel, dès les débuts de l'entreprise, il a pensé à loger son personnel et c'est à son initiative qu'il y a eu 200 logements mis à disposition des ouvriers qui en faisaient la demande dans Survilliers. Voilà, donc là nous sommes devant la vitrine où il y a les plans de ces logements. L'entreprise idéale pour l'époque, c'était bien. Bien sûr, parce que si on regarde, il y avait beaucoup d'ouvriers agricoles dans la région et les ouvriers agricoles leur salaire était bien inférieur à ceux d'un ouvrier d'usine. Voilà. Ouais, vous avez tout gardé, hein. Les photos, plans, Alors, c'est complet. Hein. La cartoucherie a aussi encouragé beaucoup d'associations, dont la gymnastique. Donc là, vous voyez une photo d'une pyramide d'acrobates. Il y avait aussi le tir à l'arc, le football. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? La musique, la fanfare. Il y avait également mis à disposition du personnel un cabinet dentaire, un cabinet de soins médicaux, une crèche, un béguinage pour les retraités. Ils étaient précurseurs à l'époque. Hein. Alors précurseurs, je dirais pas. Ils se sont surtout inspirés, je dirais, par exemple les corons dans le Nord, à la fin 19e, début 20e. Voilà, mais oui, on peut dire qu'ils ont été précurseurs. Mais ce modèle existait déjà. Ça existait déjà. Oui. Voilà. Et puis, encore une photo de l'atelier emboutissage. Voilà, belle photo d'époque. Et notre dernière vitrine. C'est un cadran solaire là qu'ils ont. Il me semble, oui. C'est étonnant. Donc oui. c'était fabriqué en série ou c'est juste. Alors, non. Ça, j'ai jamais. Je me suis jamais penchée dessus, mais ni d'ailleurs. Je pense que c'est un cadran solaire. Oui, c'est un cadran solaire. Mais alors, est-ce que c'est made in cartoucherie ? Je pense. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, voici la vitrine consacrée à l'entreprise a connu la concurrence des pays de l'Est. Elle a arrêté aussi sa production militaire dans les années 70. Il a fallu licencier du personnel et il y a eu des restructurations qui ont mené à la reprise de donc ce procédé de l'explosif par Autoliv, une société suédoise. Et on est passé de la cartouche à l'allumeur d'airbag. Qui a racheté l'entreprise. Voilà, qui a racheté l'entreprise. Non, dans les années 70. Voilà, okay. Exactement. Moi, je suis passé devant, l'entreprise existe toujours, l'usine. Oui. Donc elle ne porte plus le nom de cartoucherie française, mais le savoir-faire a été sauvé, si je puis dire.
Et voilà à quoi ressemblent les ateliers de production aujourd'hui. Donc tout est modernisé. D'accord, très bien. Là, vous voyez, là, on a une photo assez révélatrice, donc l'entrée de l'usine dans les années 50, et à côté, ce que c'est devenu en 2003. Voilà pour la visite dans le musée. Alors après, on peut aussi regarder quelques photos. Ça, c'est de la topographie, ça, non? Oui, alors là, c'était pour l'impression. Oui. Atelier impression, oui. Qu'ils imprimaient C'est ça. la documentation, alors, imprimer à la fois les... Alors, je ne sais pas si ça, c'était pour les douilles, mais en tout cas, je sais qu'ils faisaient des cartons d'emballage pour pharmaceutique aussi. Ok. Voilà. Pour les inscriptions et tout. Oui. Ouais, c'est vraiment le petit atelier du... Oui. D'accord. Voilà. Après, il y a des petites choses, la table à secousse. Je ne saurais pas trop vous dire quoi ça sert exactement. Et là, je suis curieux, c'est quoi? C'est pour la pression, ça, non? Alors ça, oui, je pense. Question piège? Question piège. Ouais. Milliampères, l'électricité, c'est pas vraiment le... Ah oui, ben, il y avait des ingénieurs pour tout. Voilà, à côté, c'est une presse à emboutir. Voilà. Oui. On avait fait des opérations de compression. Ouais. Voilà. Très bien. Même dans le musée, vous voyez cette armoire. Les archives du musée. Et puis l'armoire, elle a été aussi fabriquée à la cartoucherie. En plus? Bah oui, les menuisiers de la cartoucherie, le bureau également, tout est d'époque. Alors, je vous remercie pour la visite. Donc, vous êtes chargé de mission à Survilliers pour la sauvegarde du musée. Pour la partie recherche, enrichir aussi l'histoire sociale. On est aussi dans l'idée d'amener une protection juridique envers ces collections, parce que pour l'instant, elles ne sont ni inventoriées. Ah, d'accord. Et bon, on ne voudrait pas que tout ça disparaisse, bien sûr, et dans un but aussi de les protéger, parce que mine de rien, ça a l'air solide comme ça, mais ça se détériore chaque année. Voilà, les soucis de corrosion, tout ça. D'accord. Alors, je vais peut-être un petit peu dur, mais en disant ça peut changer une municipalité qui n'a pas la même politique du patrimoine. Alors, ça aussi, c'est un danger. Le souci, c'est qu'ici, on est une municipalité qui a peu de moyens. Et c'est surtout ça qui bloque un peu. Qui coince. Oui. Et vous n'avez pas eu aucune aide du département? Alors l'aide, justement, le fait, par exemple, de passer Musée de France ferait qu'on aurait des subventions. Très bien. Voilà. Donc c'est la mission, c'est passer Musée de France. Je vous remercie pour toutes ces explications et merci de m'avoir attendu. Et voilà. Autre chose à dire, non, à rajouter? Écoutez, non pour l'instant, mais je reste ouverte si jamais les visiteurs de votre blog ont des questions. Voilà, je serai ravie de leur répondre. Merci, au revoir. À partir fin des années 70, la profession, dans son ensemble, a commencé à être confrontée à des soucis de concurrence avec notamment les pays de l'Est. Et donc, les principales entreprises qui travaillaient dans ce domaine, donc il y en avait 3 en France, donc une entreprise qui fournit à peu près l'Europe entière, qui est installée à Valence, qui s'appelle Chédid France, et qui alors donc je reviens, 3 sociétés qui étaient sur le secteur, donc Gévelo,
la cartoucherie française et la manufacture générale de munitions à Valence. Sous la pression de Gévelot, qui a racheté en fait en bourse les autres sociétés, EPA, il y a un nouveau groupe qui a été créé en 1980 qui s'est appelé la Société Française de Munitions. Et cette Société Française de Munitions a voulu rationaliser les productions. C'est-à-dire que tout ce qui était cartouches de chasse et douilles de chasse est parti à Valence. Tout ce qui était purement pyrotechnique est venu à Survilliers. Et tout ce qui était munitions de guerre est resté à Issy-les-Moulineaux, chez Gévelot. Donc voilà, grosso modo, quelle a été la formule qui a été retenue. Alors, ce groupe a eu une vie très courte, puisqu'il est né en juillet 80 et il est mort en... attendez que je dise bêtise, non, je dis une bêtise, excusez-moi. Il est né en juillet 78 et il est mort en janvier 80, donc il a duré 1 an et demi. Donc après, les sociétés se sont rééclatées, la cartoucherie a trouvé de nouveaux actionnaires qui l'ont plutôt spécialisé dans l'armement. Jusque dans les années 88-89, où on s'est rendu compte que l'armement c'était mort, les grands conflits, et en particulier le conflit Irak-Iran, s'étaient arrêtés. Donc il n'y avait plus de marché, il fallait trouver une solution pour continuer l'activité. Alors il se trouve que quand on a repris notre liberté après le règlement judiciaire de la SFM, nous avions récupéré une petite entreprise une petite unité de production qui était à côté de Rouen et qui était spécialisée dans les initiateurs électriques. Et cette société travaillait avec une société allemande, filiale de Mercedes, qui avait été chargée de développer pour les véhicules Mercedes l'airbag. Donc, cette société est tombée dans le giron de la cartoucherie. On a poursuivi la mise au point de ce produit qui a débouché sur les équipements en série, enfin d'abord en option puis en série, d'airbags sur les véhicules Mercedes. Donc en 1990, la décision a été prise d'arrêter totalement l'armement et de se retourner vers la fabrication de ces éléments de sécurité automobile, donc en particulier les allumeurs, enfin à l'époque surtout les allumeurs. Dans le même temps, nous avions conservé une autre activité qui était la fabrication de ce qu'on appelait les petites munitions, les munitions à percussion annulaire. Donc tout ce qui était munitions de tir avait été abandonné, mais il restait la fabrication de charges de scellement qui sont utilisées pour le bâtiment, pour les fixations. Donc l'entreprise a continué à partir de 1990 sur ces deux piliers, la sécurité automobile et les cartouches de scellement pour le bâtiment. Il se trouve que le groupe auquel appartenait la cartoucherie à l'époque, enfin, la NCS à l'époque, avait une part importante de son chiffre d'affaires sur la partie automobile. C'était Bertrand Fort, donc Bertrand Fort, qui était spécialisé dans les sièges automobiles, c'est l'un des principaux fournisseurs de sièges automobiles. Et donc on travaillait donc indirectement avec eux, mais le groupe avait été contacté par une société suédoise, donc d'olive, qui souhaitait racheter
se doter d'une production d'initiateurs qu'elle n'avait pas. Elle fabriquait des airbags, elle fabriquait des ceintures de sécurité, mais elle n'avait pas le système d'initiation. Donc, c'est à ce moment-là qu'en 1995, nous avons intégré le groupe Haute-Olive, ce qui a marqué une progression assez fulgurante de la production, puisque d'un effectif, parce qu'en 1990, avant la décision de fermer l'armement, il y avait 317 personnes. Et en 1992, après l'arrêt de l'armement, il n'y avait plus que 170 personnes. Et donc, entre 1995 et 2000, on est passé de 170 personnes à 1000 personnes. Donc, une croissance assez exponentielle. Donc voilà, en fait, le déroulement. Je vous remercie pour toutes ces explications.